Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info de ce 20 février sur la télévision nationale. Au sommaire, c'est une des promesses lors de l'immersion gouvernementale à l'intérieur du pays. La préfecture de Dabola dispose désormais d'un commissariat moderne. Les travaux lancés pendant cette opération par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sont déjà achevés. Et puis cette bonne nouvelle pour les patients souffrant de cancer, désormais la pharmacie centrale de Guinée met à leur disposition des médicaments anticancéreux. L'idée est de réduire le coût élevé des produits. Enfin, culture, bientôt la 3e édition du Salon de la lecture, le SALEC, un espace de promotion de la lecture en Guinée. Les préparatifs vont bon train. L'événement prévu au mois de mars annonce ses couleurs à travers un point de presse. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, en plus bref, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a effectué une série de visites dans 3 écoles militaires de la capitale logées au sein du camp Alfaya Diallo. Il s'agit du Prytanée militaire, l'école d'état-major et de l'école interarmée IMIA. Le colonel président veut se rassurer des conditions d'études des apprenants. Nous y reviendrons dans cette même édition d'information. C'est une synergie. Cour des comptes, Conseil national de la transition, ces différents conseils se penchent sur la conformité de la Guinée dans la promotion et la protection du genre. Il s'agit de la prise en compte du genre, la diversité et l'inclusion. Abdoulaye Ngelande Diallo. Dans cette salle, les conseillers référendaires de la Chambre des disciplines budgétaires et financières de la Cour des comptes et les conseillers nationaux échangent sur cette problématique. La démarche consiste à évaluer la conformité de la Guinée face aux instruments et textes internationaux qu'elle a ratifiés, notamment dans le cadre de la promotion et de la protection de ses couches. Notre premier travail, ce sera de vérifier le niveau d'arrimage, le degré de mise en œuvre de ces instruments juridiques, autrement dit de leur respect au niveau de toutes les institutions de la République. Ensuite, par rapport à la question de l'inclusion qui sera spécifiée en matière dans le cadre des personnes vulnérables, nous allons non seulement revisiter le cadre juridique, mais aussi essayer de voir est-ce que la réalisation de nos infrastructures et équipements tiennent compte de cette catégorie vulnérable de personnes. Après l'évaluation de l'administration centrale, le processus d'audit sera élargi à l'intérieur du pays dans le but de connaître le niveau de prise en compte de cette problématique. Je vous assure que la future constitution ainsi que les lois organiques seront fortement sensibles à la protection, la promotion des personnes vulnérables qui sont les femmes et les personnes qui vivent avec un handicap. Avec ce processus enclenché par la Cour des comptes, la République de Guinée entend s'inscrire dans une nouvelle dynamique d'élaboration des politiques de développement fondées sur des dimensions innovantes et non traditionnelles et qui tient compte de l'inclusion du genre et de la diversité. En prélude à l'organisation du débat d'orientation constitutionnelle, le Conseil national de la transition organise ce mardi un symposium sur le constitutionnalisme. Une rencontre au cours de laquelle prennent part experts et praticiens de droit. Commentaire Abdoulaye Ngelande Diallo. En cette période historique de la République de Guinée, ce mardi, le Conseil national de la transition amorce un tournant décisif. Il s'agit bien de l'organisation du symposium sur le constitutionnalisme. Premier du genre, ce symposium est essentiellement la première activité pour la compréhension du choix constitutionnel. Il va permettre au Conseil national de la transition d'avoir des éléments d'appréciation des experts nationaux et internationaux sur les choix que les Guinéens doivent opérer par rapport aux futures institutions qui doivent garantir les principes fondamentaux de la démocratie et des libertés publiques après la transition. Ce symposium vient aussi ouvrir les portes pour recueillir l'expertise du monde académique ou des praticiens du droit constitutionnel de la Guinée et des autres pays d'Afrique et du monde sur leur histoire constitutionnelle. Un accent particulier sera mis sur les manquements constatés dans le déroulement des événements historiques de la Guinée, de l'indépendance à nos jours. Après cette rencontre de 2 jours, suivra ensuite le débat d'orientation constitutionnelle qui va aboutir à l'élaboration de la future constitution.
À présent, je reçois sur ce plateau le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. C'est un réel plaisir. 5 février 2022, 5 février 2023, il y a à peine 2 semaines, vous célébrez l'an 1 du CNT. Que peut-on retenir du bilan de l'organe législatif de la transition? Merci beaucoup. Un an, c'est 19 projets de loi votés. Le programme de référence intérimaire PRI examiné et adopté, mais également ces 3 résolutions, dont l'une sur le textile guinéen, sur la promotion du textile guinéen dans les activités parlementaires, mais surtout la relance de la diplomatie parlementaire, la connexion de la Guinée avec les parlements amis à travers le monde et le retour du Parlement guinéen dans les instances parlementaires internationales. C'est plus d'une trentaine de voyages à l'étranger, de participation à des rencontres internationales, mais également des missions d'échange avec les parlements des autres pays, notamment en termes d'adoption de meilleures orientations possibles pour, dans le cadre des perspectives d'élaboration de la nouvelle constitution de la Guinée. Justement, docteur, sur tout au plan, la charte de la transition en son article 57, la rédaction de la constitution est dévolue au Conseil national de la transition. Quelles sont les activités menées allant dans ce sens? D'abord, c'est les missions de consultation sur l'étendue du territoire national, le mois de mars 2022, missions qui ont permis au CNT de parcourir les 33 préfectures de la Guinée pour échanger avec les populations sur leurs préoccupations, leurs perceptions et surtout leurs attentes par rapport à la nouvelle constitution qui doit être élaborée dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. C'est aussi les échanges dans les universités de la capitale et de l'intérieur du pays. La particularité de cet exercice, c'est pour impliquer les universitaires qui représentent la future élite de demain dans les réflexions pour trouver les voies et moyens pour répondre, n'est-ce pas, aux questions qui ont été soulevées et qui ont empêché le fonctionnement régulier des pouvoirs publics dans notre pays. C'est également des missions d'échange à l'étranger, notamment au Rwanda, où nous avons échangé avec nos amis du Rwanda sur les grandes innovations qui ont permis la stabilisation, n'est-ce pas, de la constitution rwandaise. Bref, ce sont des échanges, des prises de contact, mais aussi des débats avec les différentes composantes de la vie nationale. Et ce débat préparatoire doit s'enchaîner demain et après-demain à un événement extrêmement important dans le processus constitutionnel de la Guinée, c'est le symposium sur le constitutionnalisme. Justement, Monsieur le Président, parlons de ce symposium. Quels sont les acteurs qui sont impliqués et quels sont les résultats attendus? D'abord, en termes d'acteurs, ce sont des experts constitutionnalistes, sociologues, politologues guinéens, mais aussi venus d'une dizaine de pays étrangers, des pays anglophones, des pays francophones et lusophones, pour créer naturellement les conditions d'une étude comparée entre les constitutions de ces différents pays pour tirer les meilleurs enseignements, pour nourrir les réflexions des conseillers nationaux dans les perspectives de l'élaboration de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Le symposium, c'est aussi pour réunir aussi les acteurs politiques du pays, les acteurs de la société civile et de l'administration publique, mais aussi les autres institutions républicaines pour partager avec les experts l'histoire des différentes constitutions que la Guinée a connues de 58 à nos jours, les enseignements et les leçons apprises, mais les orientations qui peuvent servir de pistes, n'est-ce pas, d'innovation dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle constitution. C'est aussi une occasion de renforcement des capacités des conseillers nationaux et les membres de l'administration parlementaire en prélude de l'élaboration de la nouvelle constitution. Donc, enfin, parlons de cette constitution. Quelle sera la particularité de cette nouvelle constitution? Alors, la particularité, c'est le processus d'écriture de la constitution obéit à une démarche participative et inclusive. D'abord, les intellectuels, le milieu académique débattra avec les acteurs à travers le symposium.
Ensuite, nous allons organiser le débat d'orientation constitutionnelle. Pendant 30 jours, l'opportunité sera donnée à tous les acteurs de la vie nationale de donner leurs orientations, leurs avis et leurs préoccupations dans le cadre de l'écriture de la nouvelle Constitution. Mais ce qui est important, nous allons veiller à ce que les règles d'intangibilité et de mutabilité de la Constitution soient manœuvrées dans le cadre, n'est-ce pas, d'une réflexion qui puisse sécuriser à la fois les institutions et créer une sorte d'obligation pour les dirigeants à respecter et à se soumettre aux dispositions de la Constitution et des lois. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier. Okay. C'est une des promesses lors de l'immersion gouvernementale à l'intérieur du pays. La préfecture de Dabola dispose désormais d'un commissariat moderne. Les travaux lancés pendant cette opération par le ministre de la Sécurité et de la protection civile sont achevés. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie inaugurale. Kiara Diallo, Souleymane Kondé. Ce bâtiment situé au centre-ville de la préfecture de Dabola abritait jusque-là le commissariat central de police. Son état de vétusté et de dégradation a poussé le premier responsable de la police nationale à initier des travaux. Ceci pour donner un cadre idéal de travail aux agents du centre géographique de la Guinée. Monsieur le ministre, c'est le lieu de vous signifier notre entière satisfaction pour nous avoir dotés d'un commissariat flambant neuf, inégalé dans la région administrative de Farama. La construction et l'équipement de ce commissariat que nous inaugurons aujourd'hui est une fierté pour Dabola, nous enchante à plus d'un titre, car en plus d'être un bijou, sera aussi un moyen de dissuasion pour les malfrats. L'amélioration des conditions de travail des agents de la police préoccupe Bachir Diallo. À l'avenir, cet édifice répondra aux besoins des populations. Il a été exécuté en 6 mois seulement. Le commissariat central de la police de Dabola est composé de 10 bureaux, dont une salle de conférence de 20 places, une grande salle d'attente de 50 places, des violons modernes. Les autorités présentes à la cérémonie inaugurale se disent satisfaites de cette réalisation. Les besoins d'investissement dans les infrastructures, ici et ailleurs, sont énormes et sont estimés à plusieurs centaines de milliards. Le gouvernement que vous dirigez a heureusement réaffirmé son engagement à soutenir le développement des infrastructures. C'est ce qui a permis, à travers le plan d'action de notre ministère pour l'année 2023, de jouir d'un montant d'investissement qui s'élève à près de 100 milliards de francs guinéens, rien que pour la construction des commissariats et des casernes au profit des CMIS. Notre gouvernement n'est pas un gouvernement de promesses. Le général Bachir, il y a 7 mois de cela, s'était engagé à doter Dabola d'un édifice flambant neuf qui abritera le commissariat central. Chose dite et chose faite. C'est ici, à Dabola, que j'ai entendu que Mamadi Doumbouya a Kafon à Kake. Général Bachir Diallo Kafon à Kake. C'est ça notre gouvernement. C'est ça la vision du CNRD. Dabola dispose désormais d'un commissariat moderne. D'autres infrastructures seront réalisées pour améliorer progressivement le cadre de travail de la police guinéenne. Cérémonie de signature de protocole de 4 protocoles d'accord avec des ministères et agences au palais présidentiel. Le Fonds monétaire international FMI vient d'octroyer un montant financier de 71 millions de dollars américains à la Guinée. Nous vous invitons à suivre cet élément qui vient juste de nous parvenir. Les relations de partenariat entre la Guinée et le Fonds monétaire international FMI se solidifient et produit des résultats probants sous le leadership du président colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Dans ce climat de bonne coopération entre les autorités de la transition et cette institution financière mondiale, la République de Guinée vient de bénéficier de l'appui du Fonds monétaire international. 71 millions de dollars américains, c'est le montant octroyé à notre pays par ce partenaire au développement
Au cours de cette cérémonie de signature des 4 protocoles d'accord avec les ministères et agences bénéficiaires, la fourchette de répartition a été définie comme suit. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le pays est en chantier, les infrastructures bougent dans tous les sens. Aux dernières assemblées annuelles du Fonds monétaire de la Banque mondiale et du Fonds monétaire à Washington, vous nous avez instruit de faire une requête à cette institution pour soutenir le choc alimentaire avec la crise en Ukraine et la Covid-19 qui n'a pas fini de dire son dernier mot. Cette requête que vous avez instruit d'adresser au FMI a été acceptée en décembre dernier et qui nous a permis de bénéficier de 71 millions de dollars pour financer le secteur agricole. Avec vos instructions, ces 71 millions de dollars ont été repartis pour 20 millions de dollars pour le ministère de l'Agriculture afin d'acheter les intrants et les engrais pour que cette année, la campagne agricole ne soit pas un 20 mots tel que vous l'avez défini l'année dernière. Il y a 20 millions de dollars en termes de transparence qui va être attribué au programme alimentaire mondial qui va distribuer les vivres aux ménages pauvres et aux enfants sur toute l'étendue du territoire. Il y a 25 millions de dollars qui sont affectés à l'ANIES au titre des transferts monétaires pour les ménages pauvres afin que ces ressources-là puissent servir à créer des activités génératrices de revenus. Au-delà de cela, vous avez également 6 millions de dollars pour les indigents afin d'acheter les produits médicaux, mais aussi acheter des vivres. Tout cela parce que vous avez le souci des populations à la base, vous avez le souci des ménages pauvres en contexte de crise. C'est pourquoi vous avez accepté que cette répartition soit faite ainsi sous votre autorité. La détermination du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD à lutter efficacement contre la corruption et l'enrichissement illicite rassure les partenaires qui témoignent de leur satisfaction et réitèrent leur engagement à toujours accompagner la Guinée en cette période de transition. En juillet dernier, les dirigeants du FMI, du groupe de la Banque mondiale, de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et du Programme alimentaire mondial PAM, ont publié une déclaration conjointe dans laquelle ils ont appelé à une action urgente pour faire face à la crise mondiale de la sécurité alimentaire. Récemment, ces mêmes dirigeants se sont retrouvés pour refaire le même appel. C'est dans ce contexte, Monsieur le Président, que le guichet choc alimentaire a été approuvé en septembre dernier par le Conseil d'administration du FMI. L'objectif de ce guichet est de fournir un accès supplémentaire au financement d'urgence aux pays membres du FMI, dont la Guinée. Le financement approuvé a entraîné un décaissement de 71 millions de dollars qui, nous l'espérons, contribuera à atténuer l'impact de la crise alimentaire sur les couches les plus vulnérables et à améliorer les perspectives de récolte pour l'année à venir. Sachant que la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite demeure votre cheval de bataille, cette cérémonie de signature des protocoles d'accord portant modalité d'utilisation des ressources au titre du guichet choc alimentaire témoigne éloquemment de la détermination des autorités guinéennes à œuvrer pour une meilleure gestion des finances publiques en Guinée afin de mieux servir le peuple guinéen. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi, avant de terminer mon propos, de vous réitérer l'entière disposition du FMI à continuer à travailler aux côtés de la Guinée pour le maintien de la stabilité macroéconomique et financière du pays, un des socles du développement inclusif et durable. Au nom du Programme alimentaire mondial, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour la confiance que la présidence et le gouvernement de Guinée nous ont accordée, marquant aussi la reconnaissance des efforts du PAM dans la lutte contre l'insécurité alimentaire en Guinée. 1 200 000 Guinéens bénéficieront de ce projet, soit 11% des personnes les plus vulnérables dans toutes les régions administratives du pays, ainsi que dans les 6 communes de Conakry. Grâce à ce projet, nous fournirons des repas chauds et nutritifs à 150 000 élèves. En partenariat avec les services de l'État, nous fournirons une assistance alimentaire d'environ 790 000 personnes vulnérables dans les ménages touchés par la crise que nous vivons. Nous appuierons aussi le gouvernement guinéen pour assurer le traitement et la prévention de la malnutrition aiguë modérée chez 60 000 personnes. Également, très important, nous appuierons 10 000 personnes à renforcer leur résilience pour mieux faire face à des crises futures. En dernier lieu,
nous faciliterons le transport de 960 passagers et de 30 tonnes de marchandises des organisations humanitaires partenaires du gouvernement et des services techniques de l'État. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage est l'un des bénéficiaires de ce montant. Le premier responsable du département se réjouit de l'accompagnement du Fonds monétaire international, FMI. Ce qui va se passer, c'est que nous allons soutenir l'acquisition des intrants agricoles à des prix abordables, non seulement pour le sous-secteur de la production végétale, mais aussi pour le sous-secteur de la production animale et de la pêche. Tous les acteurs dans ces différents sous-secteurs vont bénéficier de ce soutien. Et nous remercions le président de la transition, le Premier ministre chef du gouvernement également pour avoir donné ces instructions au ministre des Finances, qui a fait tous les efforts qu'il faut pour que ces financements puissent être mis à la disposition des populations, notamment le secteur agricole, et surtout à temps, car le moment, c'est bien maintenant. La Guinée figure parmi les pays de la sous-région ayant subi des chocs exogènes qui ont fragilisé les chaînes de production et de distribution, des facteurs qui ont impacté négativement le coût des denrées de première nécessité. Nous vous l'annoncions en début de journal, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a effectué une série de visites dans 3 écoles militaires de la capitale, logées au sein du camp Alpha Yaya Diallo. Il s'agit du Prytanée militaire, l'école d'état-major et de l'école interarmement EMIA. Le colonel président veut se rassurer des conditions d'études des apprenants. Fatoumata Kourouma. Le Prytanée militaire, situé dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, dans la commune de Matoto, est l'une des créations du colonel Mamadi Doumbouya en Guinée. Cet établissement, qui accueille les meilleurs élèves du pays, a été inauguré le 9 janvier dernier. Au cours de son déplacement en ces lieux, le chef de l'État et sa suite ont visité les salles de classe, l'infirmerie et la pharmacie. Dans cette classe de 7e année, les élèves suivent normalement les cours. Le chef suprême des armées met ainsi l'occasion à profit pour s'enquérir de leurs conditions d'études. Les apprenants se disent touchés par cette marque d'affection du président du CNRD envers eux. En fait, je suis satisfaite parce que je sais qu'il est venu pour vérifier si on est dans les conditions possibles pour qu'on puisse étudier et pouvoir défendre la patrie. Je suis très heureux de rencontrer le président de la République parce que depuis qu'on est venu dans cette école, c'est la 2e fois qu'il vient maintenant ici, depuis l'inauguration. Je le remercie pour tout ce qu'il fait pour nous. On suit bien les cours, on marche bien. Je le remercie pour ça. L'école d'état-major, l'autre création du chef suprême des armées, a été inaugurée en novembre 2022. Ici, dans l'amphithéâtre, pendant quelques minutes, le colonel Mamadi Doumbouya, suivi des ministres de la Défense nationale et des postes et télécommunications, se joint en toute humilité aux officiers stagiaires pour suivre des cours théoriques sur la doctrine de l'armée. La doctrine, c'est l'ensemble des principes qui régissent l'emploi des forces armées d'un pays. Après l'école d'état-major, c'est l'école militaire interarmée EMIA qui reçoit la délégation présidentielle. Cette école constitue le cœur des centres d'apprentissage de l'armée. Créée en 1960, l'EMIA a pour vocation d'assurer la formation des chefs officiers militaires. Le président du CNRD et sa suite ont ainsi visité les salles de cours. Ensuite, ils ont été reçus dans le bureau du directeur général de l'EMIA, qui fut autrefois occupé par les actuels ministres de la Défense nationale et secrétaire général de la présidence en qualité de directeur de cette école. Cette série de visites inopinées du chef suprême des armées dans ces écoles militaires a pour objectif principal de s'enquérir des conditions de travail des apprenants et des formateurs, mais aussi du niveau d'exécution des missions qui ont été assignées aux responsables des établissements. Un plaisir pour nous de recevoir le chef de l'État, qui est avant tout le chef suprême des armées. Il y a une formule militaire qui dit que commander, c'est donner des ordres et surtout veiller à leur exécution. Donc c'est normal qu'il vienne voir si ces directives, ces instructions qui ont été données sont respectées. Et en sa haute compagnie, nous sommes rendus au Prytanée militaire. Les enfants ils se portent bien, ils se plaisent bien, les cours fonctionnent très bien.
à l'école d'état-major. Toutes ces deux écoles sont les nouvelles créations par le chef de l'État, l'école d'état-major, où on forme les administrateurs des armées, des collectivités, de toutes les entités étatiques. Ils sont en formation et ça marche très bien. Ici, c'est le creuset des officiers de l'armée guinéenne, créé en 1960 dès l'indépendance, fermé en 1964 et réouverte en 1994. Donc c'est ici où les futurs chefs militaires sont formés avant d'accéder à d'autres cours, avant d'accéder à l'école d'état-major. Donc c'est vraiment un honneur pour le ministère de la Défense nationale de recevoir la visite du chef de l'État. Quand on exécute une mission, le chef doit sanctionner. Sanctionner, c'est la récompense et la punition. Quand il est sur place, il voit ce qu'il a ordonné. Si c'est fait, c'est déjà une sanction positive. Le chef a fait des observations. Il a fait le même cursus, le même chemin jusqu'à l'école de guerre. Donc il connaît comment ça se passe. On doit s'améliorer sur certains points, on doit maintenir certains points en bon état et corriger les déficiences qui ont été constatées. Si on ne reçoit pas de critiques, on ne s'améliore pas. La délégation présidentielle a aussi visité le garage du camp Alpha Yaya Diallo, où le colonel Mamadi Doumbouya s'est enquéri de l'état des tracteurs et des véhicules qui s'y trouvent. Du palais Mohamed V dans la commune de Kaloum au camp Alpha Yaya Diallo dans la commune de Matoto, le cortège présidentiel draine à sa suite, comme à chacune de ses sorties, une foule enthousiaste. Des hommes, femmes et enfants scandant le nom de leur leader, fiers des réformes engagées et des perspectives qui pointent à l'horizon. La route Kissidougou-Kankar doit bientôt être reconstruite, longue de 195 km. Ce calvaire des usagers de ce tronçon ne sera qu'un lointain souvenir, en ont décidé les autorités de la transition sur financement du budget national pour un délai contractuel de 24 mois. Aboubakar Junior Kamara. Le secteur des routes, une priorité pour le gouvernement de la transition. Les chantiers routiers sont ouverts sur presque toute l'étendue du territoire national. Nous sommes entre Kissidougou et Kankan pour les travaux de reconstruction de l'un des plus grands trajets du réseau routier guinéen. Ces 195 km seront réalisés en 24 mois par 3 entreprises nationales, Guicopress, BGEG et Guiteres-A. Déjà, les chantiers s'installent, les dégagements en cours, les moyens logistiques et la main-d'œuvre fortement mobilisés. La vision est d'accompagner le président de la transition dans son programme de doter la Guinée d'un réseau routier digne de nom. Si je rentre la nuit, le matin on me dit non, on va aller sur le terrain, on doit lancer la route Kankan-Kissidougou, vraiment ce n'est que la joie. Depuis l'indépendance, une machine n'a pas passé ici. Mais aujourd'hui, la machine passe sur ces routes-là. Quel bonheur pour nos populations. Kankan Moribaya est confié à Guiteresa et Moribaya Tokounou est confié à Béjèga et Tokounou Kissidougou Guicopress. Ces localités de grande production agricole reconnaissantes envers le président de la transition attendent impatiemment le désenclavement de leur zone. Nous remercions le président Mamadi Doumbouya pour ce projet de bitumage de notre route. Ça nous ravit à plus d'un titre. Il a la bénédiction de tout le village. Si la route n'est pas bonne, nous ne pourrons pas acheminer à temps nos produits. Souvent, nous arrêterons des pertes. Mais si la route est bonne, ça nous soulage. Nous remercions le président. Les entreprises se disent prêtes à exécuter ces travaux dans les règles de l'art. Les travaux vont démarrer, ce qui est des travaux de nettoyage, de dégagement des emprises vont commencer. Les autres travaux de terrassement vont suivre, les déblais, les remblais, les mouvements de terre jusqu'à la couche de base. Nous comptons ici, dans les plus brefs délais, commencer les gros travaux. Pour rappel, c'est en 1982 que le premier président de la Guinée indépendante a construit cette route avec la coopération du Cuba. 41 ans après, cette belle infrastructure est aujourd'hui dans un état de dégradation très poussé. Les usagers passent parfois jusqu'à 8 heures entre Kissidougou et Kankan.
Nous partons maintenant à Dubreka. Sur place, les autorités mettent les bouchées d'eau pour améliorer les conditions de travail des cadres de l'administration publique. Une nouvelle infrastructure sera bientôt construite pour abriter les services déconcentrés des archives du Trésor. Déjà, le service urgence de l'hôpital préfectoral est en cours de réalisation. Tcherno Maroufba, Abdul Karifa Kita. C'est sur ce site où seront bâtis les nouveaux locaux du Trésor et des archives de la préfecture de Dubreka. Superficie de l'infrastructure, 250 mètres carrés. L'édifice sera construit selon les normes de construction du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Il est composé au rez-de-chaussée d'une salle des archives, d'une salle de réunion, 3 bureaux du Trésor avec un caveau, 4 toilettes. À l'étage, il y aura une salle d'attente, 4 bureaux, 4 toilettes, un balcon et une case d'escalier. Coût de réalisation de l'ouvrage, près de 2 milliards de francs guinéens sur fonds propres de la préfecture. Une dynamique qui explique la bonne gestion des ressources financières dans cette partie du pays. La réalisation de cet édifice va résoudre les problèmes épineux du manque de bureaux auxquels plusieurs services publics sont confrontés à Dubreka. Le constat est qu'il y a un nombre important de services qui sont sans bureau. Ça prouve à suffisance que le développement est possible, et bien possible à la base. L'État peut apporter son appui pour le développement dans nos préfectures et dans nos collectivités. Mais prendre l'initiative sur fonds propres de la préfecture pour réaliser une infrastructure de cette envergure doit être salué et encouragé. Dans la même lancée, des infrastructures sociales de base sont également en cours de réalisation dans la cité de Sumbatoumani. C'est le cas des services des urgences de l'hôpital préfectoral. Une manière de répondre aux besoins des populations en termes de soins de qualité. Sur le continent, le patron de la diplomatie guinéenne sur le site qui doit abriter la nouvelle ambassade de Guinée en Éthiopie, située en plein cœur d'Addis Abeba. Ce domaine est à l'abandon depuis 2009, date de la pose de la première pierre. Devant ce spectacle désolant, le ministre des Affaires étrangères promet de lancer enfin les travaux de construction. Mamadou Alpha Baldi. Voici le terrain qui va abriter la nouvelle ambassade de Guinée à Addis. Il a été officiellement mis à la disposition de la Guinée depuis 2015 et tous les documents remis à la représentation diplomatique en Éthiopie. Un domaine de plus de 2000 mètres carrés situé dans le district de l'Ideta, à quelques encablures du siège de l'Union africaine. Si l'emplacement est idéal, le bâtiment devant abriter l'ambassade tarde encore à sortir de terre. Quand vous prenez les autres pays, vous voyez, nous sommes juste à côté de l'Union africaine ici. Et la pose de la première pierre a été faite ici par le président et la présidente de la République fédérale d'Éthiopie. C'est vraiment avec le cœur serré. Je rendrai fidèlement compte au président et nous allons prendre des dispositions. Cette visite de terrain du chef de la diplomatie guinéenne va permettre de relancer les travaux qui sont à l'arrêt depuis 4 ans. Le site est disponible et lors de la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur guinéen, la présidente éthiopienne avait demandé des nouvelles au sujet des travaux de construction de l'ambassade. Il faut construire notre ambassade ici. Depuis 2015, c'est ça, et puis il n'y a rien. Encore dans la capitale de l'Afrique. C'est désolant, c'est écœurant. En attendant la relance effective des travaux, le site est assiégé par des sans-domicile fixe et un abattoir. Des images très peu reluisantes pour un pays membre fondateur de l'Union africaine. Dans le reste de l'actualité, les acteurs de la filière bois de Koya sensibilisés sur les risques d'incendie dans les différents dépôts. C'est une initiative des autorités pour prévenir d'éventuels sinistres, une mesure qui se matérialise par la professionnalisation du secteur. Bossman, Mama Isata Conté.
Cette rencontre fait suite à la relance des activités liées à l'exploitation forestière. Nous sommes à Koya. Ces acteurs de la filière bois prennent connaissance des nouvelles réformes des autorités pour une meilleure coordination des activités dans les dépôts. Une gestion qui se veut durable afin de limiter les risques d'incendie sur les différents sites. Il était important de venir échanger avec les acteurs de la filière bois, les expliquer les nouvelles réformes engagées par le ministère, mais aussi les moyens de prévention pour lutter contre les feux et les incendies qui peuvent se propager dans les dépôts. La prévention des risques nécessite la professionnalisation du secteur. Pour atteindre cet idéal, les acteurs formulent des plaidoyers. Nous avons des difficultés non les moindres parce que par rapport à la prise des bordereaux, on nous a exigé à ce qu'on verse l'argent au niveau de la Banque centrale. Et certaines préfectures sont distantes des régions. Cela nous pose énormément de problèmes maintenant. Et nous voudrions que l'État nous rende cette tâche un peu facile en délocalisant dans les préfectures, pas seulement dans les régions, mais également dans les préfectures, pour nous permettre d'avoir le document très facilement. La réglementation de l'exploitation forestière s'avère de nos jours une impérieuse nécessité compte tenu du fort taux d'employabilité dans le secteur, un facteur primordial pour un développement durable. C'est une bonne nouvelle pour les patients souffrant de cancer. Désormais, la pharmacie centrale de Guinée met à leur disposition des médicaments anticancéreux. L'idée est de réduire le coût élevé des produits. La première quantité obtenue a été officiellement présentée aux autorités sanitaires. Hadia Toubari, Foudibari. Des anticancéreux pour assurer le traitement des patients vivant avec la maladie. Pour la toute première fois, ils sont rendus disponibles par la pharmacie centrale de Guinée. Une action qui soulage médecins et patients. C'est un sentiment de rêve accompli. Nous avons bataillé pendant longtemps pour que, les médicaments anticancéreux soient inscrits sur la liste nationale des médicaments essentiels. Et deuxièmement, pour que ces médicaments-là soient disponibles à la centrale d'achat. Hadiatou, victime du cancer, est l'une des invitées de la cérémonie. À perte de souffle, l'acquisition de ces médicaments la réjouit certes, mais elle plaide en faveur d'une subvention des anticancéreux par l'État guinéen. Les médicaments sont vraiment chers et nous les malades, on est pauvres. Donc je demande au gouvernement de nous venir en aide. Tout le problème est celui-là. Les médicaments ne sont pas souvent disponibles, ils coûtent très cher et la plupart de nos compatriotes de revenus modestes ou de familles modestes ne peuvent pas acquérir ces médicaments. Donc le gouvernement de transition va donner une subvention à la requête du professeur Traoré et de ses équipes, mais aussi de la pharmacie centrale, pour que ces médicaments soient disponibilisés à un coût raisonnable pour ceux qui peuvent payer, mais aussi à un coût gratuit pour ceux qui ne peuvent pas payer. Cette première quantité a coûté 280 000 € à la centrale pharmaceutique. Les produits seront acheminés dans les différentes agences de la PCG selon les besoins. Ces produits seront disponibles jusqu'au dernier kilomètre. Et nous lançons donc un appel à nos amis prescripteurs dans les régions pour venir au niveau de la centrale régionale s'approvisionner de ces produits pour, n'est-ce pas, soigner les malades qui en ont besoin. Ce projet d'approvisionnement en médicaments de spécialité est porté par la pharmacie centrale de Guinée. Il vise à rapprocher davantage les produits de santé aux patients comme ceux du cancer. Enfin, culture, bientôt la 3e édition du Salon de la lecture Le Salek est un espace de promotion de la lecture en Guinée. Les préparatifs vont bon train. L'événement prévu au mois de mars annonce ses couleurs à travers un point de presse organisé par les initiateurs. Explication Algassi Mouba. Elle a un esprit qui se nourrit de la lecture, ce qui fait son épanouissement. Pour vulgariser cette approche, Kadiatou Kaba initie le Salon de la lecture, un rendez-vous de compétition et de promotion littéraire. Pour la 3e édition de cet événement prévu au mois de mars, plusieurs surprises sont attendues.
Aujourd'hui, nous sommes dans une logique où on veut internationaliser le projet. Et pour ça, il faut que tout le monde se sente concerné par la chose. C'est pourquoi cette année, vous allez avoir 2 ouvrages qui viennent. Un vient de la Côte d'Ivoire et puis l'autre du Mali. Ces auteurs seront présents à Conakry et ils verront des jeunes Guinéens restituer le contenu de leurs différents ouvrages. Qui dit lecture est obligé de dire livre, est obligé de dire écrivain. Donc les plus heureux dans cette salle aujourd'hui sont les écrivains. Parce que l'événement nous concerne, c'est notre fête à nous et on nous fête. Toucher un maximum de jeunes par le biais de la lecture à travers le pays, c'est l'ambition de cette passionnée de la lecture. D'où le thème « Livre, migration irrégulière et pays en voie de développement ». On écrit sur son environnement, on écrit sur ses réalités. Tous les outils que nous voudrons mettre à disposition de nos jeunes doivent être des outils qui sont adaptés à leur développement, qui sont adaptés à leur environnement. C'est pourquoi ce lien entre la lecture et l'immigration est extrêmement puissant et extrêmement important. Je suis très content de la thématique que vous avez choisie parce que la thématique de l'immigration, évidemment, est une thématique qui me tient à cœur très très fort depuis très très longtemps. La problématique de tous ces jeunes, évidemment, aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de soutenir votre projet. Et au nom du gouvernement, au nom du président de la transition, au nom du Premier ministre, je vous dis vraiment, on vous soutient aujourd'hui, on vous soutiendra encore demain. Le Salon de la lecture est un concours littéraire national qui met en compétition les différents établissements scolaires et universitaires du pays, tout en réunissant la jeunesse autour d'un idéal commun. Pour cette 3e édition, 3 pays sont invités d'honneur, le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Nos programmes se poursuivent sur le www.rtgkuluma.info. À demain, Inch'Allah.